Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. On est contente de vous proposer ce webinaire sous forme plus d'atelier sur ce sujet qui nous tient un petit peu à cœur, cette fameuse zone grise entre facilitation et médiation. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Claire Rosier de Lacourois. Je suis facilitatrice, consultante, animatrice, formatrice, donc plusieurs casquettes qui s'entremêlent pour exercer donc plusieurs métiers. Carole, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour. Je suis donc effectivement Carole Anison. Je suis médiatrice, experte en communication interne et puis également formatrice. J'interviens aussi bien en prévention qu'en situation de crise. L'idée étant que j'accompagne les équipes dans tout ce qui est le renforcement du dialogue, pour dépasser les tensions, installer une confiance et travailler sur la qualité relationnelle. Alors, on vous propose de rentrer directement un petit peu dans le vif du sujet avec un premier élément de définition, notamment sur les bases de la facilitation. Donc, on voulait juste revenir un petit peu à la base et se rappeler donc la facilitation, ce qu'on entend par là. Donc, c'est vraiment ce processus d'accompagnement. Donc, une personne extérieure, ou ça peut être une personne en interne, mais en tout cas, une personne va venir intervenir pour accompagner le groupe, l'aider aussi à identifier des solutions innovantes, à prendre des décisions en commun. Donc on est vraiment sur des méthodes d'animation d'intelligence collective pour faire émerger des solutions innovantes sur des problèmes donnés qu'on a déjà élaborés, enfin sur lesquels on s'est mis d'accord avec le commanditaire en début de session. Et je te laisse peut-être, Carole, nous donner les bases de la médiation. Donc la médiation, c'est quoi? Comme on dit grossièrement, c'est un MARD, à savoir un mode amiable de résolution des différends. Le principe étant effectivement d'aider les personnes en fait à trouver un dialogue pour co-construire une solution qui conviendra aux deux. L'idée étant au final d'apaiser les tensions, les conflits éventuels c'est une sorte de lieu d'intelligence collective. Comment on intervient? En fait, le médiateur ou la médiatrice, en fait, c'est donc un tiers facilitateur. Un tiers facilitateur dans quel sens? Quand vous appelez un médiateur, le principe, il intervient en tant que tiers neutre, indépendant, et il va mettre en place un cadre précis, confidentiel, dans lequel en fait vont participer à la médiation uniquement les personnes qui sont volontaires. Le médiateur va être là pour les aider en fait à trouver un dialogue sans leur apporter la solution. Et pour ça, il va s'appuyer sur de nombreux outils de communication je veux dire, la CNV, l'écoute active, la reformulation. L'idée étant vraiment qu'il intervient avec neutralité, avec indépendance et impartialité. À tout tour. Alors, c'est des notions qu'on retrouve forcément chez le facilitateur, la facilitatrice, puisqu'on a souvent défini la posture, cette idée d'être à la fois architecte, pilote et guide. Architecte parce qu'on va justement construire un petit peu un séquencement en lien avec le commanditaire et les objectifs visés. On va être aussi dans une posture de pilote, s'assurer que, voilà, que tout le monde se sente bien dans le groupe et puisse participer de manière agréable au cheminement. Et cette idée aussi de guider, de faire en sorte de s'assurer que le groupe avance vers les objectifs qui s'est fixé. On rejoint un petit peu la médiation sur cette idée de neutralité, puisque le facilitateur n'est pas expert du contenu, on est vraiment plutôt là en expert du processus. On va être garant du séquencement pour atteindre les objectifs. On a aussi cette notion de garant du cadre. Donc, c'est un cadre souvent qu'on va fixer avec les participants en début de session. On se met d'accord sur les modalités de ce cadre et on se met d'accord sur la co-responsabilité pour faire respecter ce cadre. On a aussi cette notion de posture basse, vraiment cette idée que je suis en tant que facilitatrice ignorante du sujet, du contenu. Je suis vraiment là pour faciliter le processus, pour plus accompagner dans le processus. Et aussi valoriser le cheminement, c'est-à-dire cette idée de montrer que la pensée, la réflexion et le cheminement avancent, parce que pour éviter aussi les frustrations et la démotivation.
Et ce point qui nous semble aussi intéressant en facilitation et en médiation, cette idée de, voilà, on ne sait pas où on va atterrir, sinon on entre vite dans ce qu'on appelle la fascipulation ou la manipulation de manière générale, c'est-à-dire arriver avec un groupe en sachant déjà ce qu'on veut qu'ils produisent, à la fin, c'est en général plutôt signe d'un exercice de manipulation. En facilitation, on ne sait pas où on va atterrir en termes de production, on va juste les guider dans le processus. Mm. Et avec donc ces spécificités qu'on a identifiées sur la facilitation, il y a vraiment cette idée de présence physique. La présence physique va venir servir au cadre, puisqu'en tant que personne qui accompagne le groupe, ma présence physique va impacter ma façon de regarder les participants, mon écoute, comment je me situe dans la salle, comment je me positionne au niveau du corps, au niveau aussi des énergies que moi je vais dégager. Forcément, ça va impulser des choses dans le groupe. Donc, on a vraiment la présence physique au service de ce cadre de travail. La notion également d'écoute réceptive, active. Donc, petite nuance avec l'écoute réceptive qui va vraiment être cette idée de pleine écoute, non pas pour agir, contrairement à l'écoute active, mais vraiment cette écoute réceptive qui me permet d'accueillir, d'écouter ce qui va se passer dans le groupe, parfois même d'écouter ce qui ne se dit pas, Mm. et d'avoir voilà, aucune intention, mais de permettre au groupe d'avoir cet espace d'écoute qui permet parfois de faire émerger aussi euh, des solutions innovantes de manière collective. Et enfin, le dernier point, la place du non-verbal. Donc, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire à la fois moi, ma présence, mais aussi d'être en observation de ce qui se passe dans le groupe, de ce qui s'exprime dans le non-verbal du groupe, vraiment dans les dynamiques, dans les postures, dans le flux, le flow, comment cette place du non-verbal vient aussi euh, me donner des indices sur ce qui se passe dans le groupe et va m'aider justement à mieux le guider. Et pour rebondir sur ce que tu dis, la place du non-verbal en médiation est essentielle aussi, dans le sens où justement on va parfois même rebondir par rapport au non-verbal. C'est-à-dire que si on voit une personne faire une mimique lorsque l'autre partie, par exemple, intervient, on peut aussi dire je sens que vous êtes, enfin vous avez fait telle mimique, est-ce que ça signifie quelque chose? Enfin, donc c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que le non-verbal est pareil, a une place très importante en médiation. Et Donc ça, oui. ouais, vas-y. Oui, peut-être justement parce que ça nous fait rebondir sur les points communs. Ouais. On a essayé de faire cet exercice avec Carole, d'identifier ce qui étaient les points communs et les différences entre facilitation et médiation. C'est un exercice périlleux Ouais, d'équilibre, pas simple, hein. pas simple, mais dans les points communs qu'on a identifiés, donc il y a vraiment cette notion de tiers neutre, puisqu'on a la même posture neutre sur le fond, Mm. côté impartial également, et la posture basse, où on n'intervient pas sur le contenu. Cette idée aussi de promotion d'intelligence collective, puisque ça reste un exercice collaboratif de manière générale. L'idée qu'on ne sait pas où on va atterrir, ça c'est très important pour les Mm. deux. Le côté garant du cadre, garant des process, donc ça c'est aussi quelque chose qui intervient en facilitation et en médiation. L'importance du non-verbal et cette gestion des tensions. Donc ça, on a un petit peu hésité sur le terme, mais c'est vrai que en facilitation aussi, on va être potentiellement amené alors, à gérer des tensions, ce qu'on peut appeler souvent mais en facilitation plutôt la gestion des perturbations, qui sont, on essaye de faire la différence entre ce qui est de l'ordre des tensions entre personnes et d'une situation, c'est-à-dire là, l'importance voilà, d'identifier ces perturbations, de les traiter quand même parce qu'elles font partie de la vie du groupe et d'être en mesure de s'adapter. Donc ça fait partie de la posture quand même de la facilitation où on rejoint la médiation. Et la dernière notion qui nous semblait importante, où on a hésité entre co-responsabilisation et autonomisation des participants, mais c'est vraiment quelque chose de commun, l'idée que chaque personne impliquée dans le processus a sa part de co-responsabilité dans le fait que, dans ce que va produire l'ensemble. Donc ça ne repose pas que sur le médiateur, pas que sur le facilitateur, Mm. mais justement chacun est conscient qu'il est co-responsable du résultat final. En fait, je dirais que pour la différence, il faut aussi déjà qu'on regarde peut-être dans la nature de la problématique même, c'est-à-dire que si la problématique est plutôt d'ordre relationnel ou conflictuel, on parlera plutôt de médiation. Par contre, si la problématique est plutôt de l'ordre organisationnel ou stratégique, là, ce sera plutôt de la facilitation qui sera, enfin, ouais, ce sera plus adapté en fait à ce contexte.
Et pour reprendre donc les différences, donc ce que je disais, donc finalités qui ne sont pas les mêmes. La médiation visera plutôt le contrat relationnel, ça veut dire la qualité des relations entre les personnes, alors que la facilitation va plus se concentrer sur l'amélioration de la collaboration, quoi, sur la manière dont on va collaborer pour atteindre les objectifs partagés. C'est plutôt ça. Oui. En contexte d'intervention, c'est effectivement aussi les deux. La médiation peut intervenir dans le cadre de tensions, hein, quand les tensions sont déjà, je dirais, émergées, qu'il y a déjà un conflit ouvert, mais elle peut aussi intervenir, je dirais, en amont, donc en médiation de projet, c'est-à-dire pour plutôt gérer, accompagner un projet qui est en cours et qui a besoin en fait de vérifier que toutes les personnes sont en accord avec ce projet, partagent les valeurs de ce projet et surtout gardent toujours ce rapport entre elles et il y a toujours que le dialogue existe toujours entre les personnes concernées par le projet. Ça, c'est important. La méthodologie, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a effectivement des process qui ne sont pas forcément le même, dans le sens où en médiation, on a une méthodologie spécifique avec la route FUTAC, mais ça, c'est des choses qu'on pourra évoquer plus tard. Mais effectivement, les outils diffèrent pour certains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en médiation, on va faire un peu de facilitation quand il va y avoir la possibilité, quand la médiation, enfin les séances auront avancé et qu'il y a un accord, une volonté d'arriver à un accord en fait. Et là, pour trouver cet accord, on pourra utiliser des outils de facilitation. Alors qu'au départ, c'est que la médiation, contrairement à la facilitation où dès le départ, en fait, vous êtes appelé pour faire de facilitation pour Oui. le projet. Durée, fréquence, voilà, c'était effectivement, c'est que on avait vu que en discutant avec Claire que euh, c'était des durées, nous en médiation, on peut avoir peut-être des séquences de 2, 3 séances, voire 5, 6. Souvent, les séances durent en moyenne 2, 3 heures, alors que toi, ça peut être sur des journées entières. Oui, ça peut être ponctuel, ça peut être au long cours, ou ça peut être simplement sur un atelier de 3 heures, ou sur un processus un peu plus long où on intervient plus régulièrement. Mm. Et sur les volets prévention des tensions, qui Mm. reste la dernière différence, ça c'est un petit peu ce qu'on évoquait avec Carole. On a essayé de faire la nuance entre gestion des tensions et prévention, parce qu'il me semble qu'en facilitation, justement, on n'intervient pas vraiment en prévention. On va être dans la gestion si elles Mm. arrivent, si elles sont présentes pendant la session alors qu'on les avait peut-être pas anticipées. Mais on ne va pas forcément être dans la prévention, donc on a plutôt positionné ça en différence. Euh, Justement un point qui pourrait faire la différence entre facilitation et médiation. Ce qui nous emmène au point suivant, justement, où on a La fameuse zone essayé grise. de lui donner un petit nom, parce qu'on ne savait pas comment l'appeler cette zone-là, mais qui se situe souvent à l'intersection de nos métiers. On l'appelle cette zone grise parce que, voilà, d'expérience, d'ailleurs, c'est une expérience personnelle que je peux partager maintenant, mais j'ai dû faire appel à Carole parce que j'ai eu un doute Mm. sur justement une commande, un client, moi qui travaille beaucoup avec le milieu associatif, donc des membres d'un conseil d'administration qui m'ont sollicité pour les accompagner sur voilà, la reformulation d'un projet collectif, etc. Mais en creusant avec la personne salariée que j'avais en contact, je me suis rendu compte qu'en fait, on était vraiment sur des problèmes interpersonnels, c'est-à-dire que là, le conseil d'administration faisait face à des tensions personnelles, vraiment des problèmes entre les personnes. Et, et je me suis dit, on ne va pas pouvoir échapper au traitement de ces tensions pour commencer n'importe quel projet collectif. Donc j'ai commencé à me dire, bah, il faudrait quand même que je prenne contact avec chacun pour voir ce que chacun pense de cette situation. Et là, je me suis dit, mais je suis en train de glisser parce que là, est-ce qu'on ne serait pas dans de la médiation? Est-ce que, déjà, c'est pas mon métier, c'est un peu de l'intuition de me dire, il faut quand même que Mm. j'aille explorer le point de vue de chacun. Et là, je me suis dit, en fait, ce n'est peut-être pas mon métier. J'ai abordé la question avec Carole pour justement voir est-ce qu'on on n'est pas en train de glisser là dans de la médiation et est-ce que ça nécessite pas des techniques bah, que je n'ai pas, que je ne connais pas parce que c'est un métier, parce que ça nécessite quand même des formations, des outils particuliers.
Donc voilà, c'est aussi dans ces moments-là on se dit, bon, à quel moment on bascule et à quel moment on reste compétent Ouais. aussi, parce que c'est la question. Totalement. Donc, en fait, ce qu'on disait aussi avec Claire, c'est que euh, médiation ou facilitation, déjà, il y a avant tout déjà comprendre le besoin du commanditaire. Et donc, l'entretien prescripteur, entre guillemets, va être essentiel pour délimiter le cadre, comprendre quels sont les acteurs concernés, comprendre le contexte et vérifier que le premier souhait du commanditaire correspond bien réellement aux besoins qu'il rencontre, en fait, parce que, enfin, la situation. Ça nous est arrivé parfois qu'une association nous demande par exemple une médiation, alors qu'en fait il s'agissait d'abord de mettre en place, je dirais, un- soit un cercle restauratif, soit effectivement un travail de facilitation. Et au contraire, peut-être parfois des médiations interindividuelles parallèlement, en fait, au travail d'accompagnement. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel de bien comprendre quels sont les besoins. Et on a essayé de travailler avec Claire sur une grille de lecture dont on vous parlera en fin d'atelier, enfin en fin de webinaire tout à l'heure, mais une grille de lecture qui doit permettre justement de comprendre euh, est-ce qu'il y a des risques de tension et de conflit, auquel cas c'est une médiation? Il s'agit plus de mettre en place est-ce qu'il s'agit plus, pardon, de besoin de structuration ou d'innovation, auquel cas ce sera plutôt de la facilitation? Est-ce qu'il s'agit de restaurer une relation ou de structurer, gérer des échanges relationnels et c'est de la médiation? Donc c'est pour ça que l'idée c'est vraiment de... Parfois c'est utile d'avoir cette grille de lecture et de répondre à ces questions-là pour nous permettre de comprendre quel type d'approche il faut proposer. Donc ça, c'est effectivement des solutions qu'on peut mettre en place en amont, c'est-à-dire pour bien identifier si on est bien dans notre cadre. Et ce qu'on évoquait ensemble avec Carole aussi, c'est que faire quand ça nous arrive en pleine séance, c'est-à-dire parfois on n'a pas forcément identifié qu'il y avait ces tensions sous-jacentes, peut-être que même que le commanditaire ne l'avait pas assez bien évalué, donc n'en a pas fait part. Et c'est vrai que quand ça nous arrive en pleine session, on se rend compte qu'il y a des tensions sous-jacentes qui ne sont pas forcément liées à la situation, puisque quand c'est lié à la situation, on peut toujours trouver des moyens de débloquer. Quand on est sur de la tension interpersonnelle avec une histoire, avec là, c'est un petit peu plus compliqué de ne pas laisser ces tensions prendre trop de place par rapport aux objectifs qu'on nous a donnés. Et donc voilà, comment garder le recul nécessaire, un petit peu la tête froide pour réussir à ramener le groupe, l'énergie dans ce qu'on est venu faire là. Alors ça veut dire ça veut pas dire qu'il faut passer d'un coup de balai sur ce qui a été mentionné. C'est important quand même de prendre acte que ça existe, qu'il y a cette tension. Il y a Mm. des méthodes pour dire ça, on va le mettre là parce qu'on ne va pas le traiter, mais on le garde quand même dans un coin de la salle sur un paperboard, etc. Et de ramener au cadre. Ça, c'est un outil. Voilà, rappelez-vous, là, on est là, on s'est dit qu'on faisait ça. Est-ce qu'on reste dans le cadre? Repartons sur ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui. Mais voilà, toujours parfois ce malaise qu'on ne maîtrise pas, qui peut nous déstabiliser aussi en tant que facilitatrice. Et jusqu'où on peut aller. En fait, ça, c'est aussi les questions qu'on se pose qui restent ouvertes jusqu'à ce jour. Mais jusqu'où on peut aller, à quel moment on abdique ou pas. En fait, c'est aussi ça la question, c'est à quel moment je ne suis plus compétente pour vous accompagner sur ce qui est en train de se passer. Ça, c'est toujours, moi, ma question, une question qui me reste. Et aussi cette idée déontologique, c'est-à-dire avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que là, je ne suis pas la personne pour vous accompagner parce que je n'ai pas la compétence, parce que je peux bricoler quelque chose, mais ce ne sera pas à la hauteur de la situation ou de ce qui se passe là. Donc voilà, cette notion un peu de déontologie, elle nous semblait importante à mentionner ici. Ouais. Et après, ben, effectivement, c'est ce qu'on a déjà dit, on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais l'idée, c'est effectivement d'accompagner le client jusqu'au bout, c'est-à-dire que en fonction de ses besoins identifiés, que ce soit en amont ou, enfin, ou surtout pendant les séances, c'est l'accompagner et lui proposer d'autres, je dirais, d'autres apports professionnels, hein, pour que la mission puisse accompagner, enfin, puisse aller jusqu'au bout. Donc, rien ne l'empêche, Claire, en plein milieu d'une festation, enfin d'un travail de festation, de dire, bah,
peut-être qu'il serait intéressant de faire appel, de lancer une médiation là pour telle personne et auquel cas, elle fait appel à un médiateur qui intervient parallèlement en fait à la situation où il y a une pause dans votre travail Mmh. pour, que la médiation ait lieu et après avancer de manière sereine, dans le travail de facilitation. Oui et puis un dernier point qu'on évoquait aussi ensemble, mais souvent dans nos métiers, on a plusieurs casquettes. En général, on peut vite, avoir la casquette de facilitatrice, ensuite on peut avoir une casquette de consultante, on peut avoir une casquette, où Mmh. là on est attendu sur un avis. On a une casquette, voilà, de médiatrice, on peut avoir des personnes qui ont des casquettes de coach. Tout ça est un petit peu poreux. À quel moment on bascule d'une casquette à l'autre? Alors quand on les maîtrise toutes, tant mieux. Mais, à quel moment on a aussi la clarté d'esprit de savoir que là, on glisse un petit peu trop. Et ce qui nous semble intéressant, c'est de se dire, justement, en s'entourant aussi entre pairs qui vont avoir toutes ces casquettes ou différentes casquettes, ça permet d'échanger, de garder un espace où on peut, s'alimenter, s'enrichir les uns les autres, débriefer aussi, parce que c'est aussi des travaux. Ma mamie, c'est aussi c'est aussi des On va y arriver. c'est aussi des comment dire? Des Heu, expériences et des travaux, des expériences, oui, d'accord. ou en tout cas, on a besoin de s'alimenter de plusieurs approches, plusieurs façons de faire. Donc ces échanges entre pairs qui sur des métiers qui peuvent être un petit peu solitaires, sont importants et ça fait partie de justement ce qu'on aimerait vous proposer, Ouais. de construire ensemble. Juste une chose par rapport à ce que tu dis quand même, sur cette notion, d'avoir plusieurs casquettes. Je ne sais pas pour la facilitation, mais par exemple pour la médiation, nous, on a une déontologie qui fait que quand on est en médiation, on ne propose pas, un accompagnement, presque de coaching à côté ou quoi que ce soit. Mmh mh. On a une casquette de médiateur et on garde cette casquette de médiateur et donc on ne s'aventurera pas dans un coaching après d'équipe. Ce n'est pas notre rôle et la médiation marche parce qu'on garde toujours Oui, cette, je dirais, cette distance qui est propre, à la médiation. oui. Donc c'est important Et aussi. Mmh. ce qui est peut-être moins vrai, où il y a plus de flottement sur la facilitation parce qu'on a souvent cette casquette de consultant qui peut venir un petit peu briser les lignes, parce qu'on va être là attendu sur du contenu. Consultant, facilitation et parfois aussi, voilà, cette espèce de volet médiation parce qu'on fait de la gestion de tension, Ouais. mais jusqu'à quel point on est un facilitateur expert en gestion de tension ou un médiateur. Voilà, c'est ça. Ouais. Toute la question réside là et donc c'est aussi, pour nous une façon de conclure, mais d'ouvrir parce qu'on aimerait vous proposer, si cette thématique vous intéresse justement, on aimerait vous proposer d'ouvrir un espace, peut-être en présentiel sur Nantes parce on est sur Nantes et un espace d'échange où on pourrait, se retrouver à l'occasion d'un atelier, notamment, à la rentrée. Et si cette, proposition vous intéresse, ben, on vous invite à garder contact, à nous À faire nous autres, signe, à voilà. nous envoyer des signaux de fumée et puis, comme ça on peut construire ensemble un espace où on pourrait échanger, se donner peut-être aussi des outils très concrets, c'est-à-dire échanger des pratiques, débriefer et puis avoir, voilà, s'alimenter, les uns les autres d'outils concrets pour nous aider dans nos métiers. Voilà et puis, un atelier qui nous permettra de travailler justement sur la grille de lecture, un peu qu'on évoquait tout à l'heure, et puis d'échanger peut-être, bah, nos expériences, notre bibliographie aussi, parce Mmh. que ça peut être utile. Donc effectivement, bah, vous nous envoyez un petit mail si vous êtes intéressé par cet atelier qu'on ferait certainement en septembre ou début octobre. Mmh. On vous relancera de toute façon, mais n'hésitez pas, à vous manifester si vous êtes intéressé par cet atelier. Un grand merci en tout cas pour, votre écoute, votre présence à Merci, distance. Merci Carole, c'était un merci Claire. plaisir et puis au plaisir de vous, rencontrer en vrai, d'échanger encore sur cette thématique À passionnante. très bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.